Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la partie 2 des préparatifs si vous envisagez de partir en Amérique latine. Alors, il m'a fallu beaucoup de temps pour vous tourner cette deuxième partie et pour une raison principale, c'est que demain je soutiens mon mémoire FLE et il m'a fallu beaucoup de temps pour préparer le diaporama, pour m'entraîner et c'est vrai que même psychologiquement parlant, j'avais beaucoup d'autres choses auxquelles penser, le mémoire et aussi mon voyage en Argentine à organiser. Donc finalement avec tout ça, eh bien j'avais pas trop envie de vous tourner une vidéo tout de suite, mais maintenant que je me sens prête, que je me sens un petit peu mieux, eh bien je me suis dit allez pourquoi pas vous tourner une vidéo sur la deuxième partie de ces préparatifs. On se retrouve donc 3 semaines plus tard avec 10 degrés de plus, il fait très chaud, j'avais même pas envie de mettre des bijoux ou du parfum parce que vraiment je supporte pas ça avec cette chaleur. Et en tout cas, bon, j'espère que la première partie vous a plu et si vous vous en souvenez, je vous avais parlé en fait pour partir en Amérique latine et même dans d'autres pays du monde, de prêter attention à la situation sanitaire en premier point, c'était peut-être pour moi le plus important. 2. Les transports disponibles, que ce soit l'avion, le bateau, les bus, les trains, se renseigner aussi sur tout le réseau de transport pour se rendre dans le pays et une fois sur place. Et 3e point, les options d'hébergement, de logement. Donc ça peut être voilà, louer une chambre, un studio, ça peut être hébergé chez quelqu'un, être dans une famille d'accueil, ça peut être aussi une résidence étudiante. Là encore, les options sont multiples en fonction du pays de destination, mais nous on reste sur l'Amérique latine. Et donc je continue cette petite playlist et aujourd'hui je vous donne de nouveaux conseils lorsque vous prévoyez de voyager en Amérique latine. Le 4e point donc, mais pour nous le premier de cette vidéo, c'est de se renseigner sur les assurances voyage. Alors vraiment c'est fondamental et on vous en demandera tout le temps, surtout si vous partez comme moi dans le cadre des études ou du travail. C'est vraiment fondamental d'avoir cette assurance. Une assurance voyage, alors vous pouvez en demander auprès de votre banque. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement puisque c'était finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une des options les plus économiques et les plus avantageuses et intéressantes en ce qui concernait tout ce qui était inclus dans le contrat. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très important lorsque vous décidez de souscrire à une assurance voyage, d'avoir, mais ça on vous le demandera tout le temps, l'option rapatriement, peu importe pour X raisons. Ça peut être bien, mais c'est pas forcément ce qui est le plus important, d'avoir aussi des avantages en cas de vol, d'annulation, de retard de votre vol. Ça peut être bien aussi qu'on vous prenne en charge, voilà, peut-être les transferts des bagages ou qu'on vous rembourse une partie du montant que vous aviez déboursé. Mais je pense que vraiment le plus important, moi ce que je regardais surtout pour les assurances voyage, c'est la prise en charge des soins médicaux de base. Donc ce que j'appelle les soins médicaux de base, c'est déjà bon, tout ce qui va être achat de médicaments en pharmacie avec ordonnance du médecin, que ça soit voilà, prise en charge, les rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous chez le dentiste, chez un gynécologue, chez un psychologue, enfin voilà, des rendez-vous qu'on a plus ou moins tendance à prendre en France qui sont assez importants, d'avoir voilà, cette prise en charge de ce côté et aussi pour les frais d'hospitalisation. Mais en tout cas, faites vraiment attention et vérifiez que la prise en charge des frais médicaux soit de 100%, qu'elle soit totale. Je pense que c'est le plus important parce qu'il y a des assurances voyage qui ne prennent complètement en charge que les frais d'hospitalisation ou en cas d'urgence, ce qui n'est pas vraiment le plus intéressant. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important et moi de mon côté je peux vous dire que j'ai souscrit une assurance et pour vous faire une idée du prix, bon même si ça dépendra du pays de destination, mais j'ai payé à peu près 250 €
pour la durée de mon séjour, c'est-à-dire 4 mois et demi. Voilà, ce qui en soi est un peu cher quand on compare quand même avec une assurance, une mutuelle qu'on aurait en France, mais évidemment il y a quand même plus de choses qui sont prises en compte ici, et voilà, et ça reste une assurance internationale. Donc voilà. Et après, alors ça, moi je le verrai sur place, mais je sais que parfois on nous recommande d'avoir en plus de l'assurance internationale, une assurance locale. Honnêtement, je ne sais pas si ça va être vraiment nécessaire dans mon cas, donc peut-être que je vous tournerai une autre vidéo pour vous dire si c'est vraiment utile de le faire. Mais en tout cas, vraiment pensez à cette assurance. Je pense qu'il est important d'être assuré si vous partez au moins 1 mois à l'étranger. Si c'est moins d'1 mois, par exemple en tant que touriste pour 1, 2, 3 semaines, parce que je comprends que quand on va en Amérique latine notamment, en général c'est pas pour y rester quelques jours ou une semaine, on y va pour minimum, allez, 2-3 semaines. Mais honnêtement, je ne crois pas que les personnes de mon entourage qui ont pu y aller en tant que touristes ont souscrit à une assurance pour si peu de temps. À partir d'1 mois, je vous le recommande fortement, surtout voilà, quand vous prévoyez peut-être de ne pas être juste touriste, mais d'aller là-bas peut-être pour des raisons aussi différentes qui peuvent être trouver un travail, etc. Donc voilà pour ce premier point, se renseigner donc sur les possibilités d'assurance, très important. Deuxièmement, j'aurais peut-être dû aussi vous mettre ce point dans les premiers, mais se renseigner aussi sur les visas, puisque oui, bien évidemment, ça peut aller de soi, mais plus généralement se renseigner sur tous les documents qui vont vous être demandés lors de votre arrivée à l'aéroport dans le pays de destination, ou plutôt quand vous souhaiterez sortir de l'aéroport. Puisque oui, là encore, en fonction des pays de destination. Alors là, on parle hors Union Européenne. Hors Union Européenne, donc évidemment, le passeport, ça va de soi. Et en plus du passeport, on va peut-être vous demander, pas dans tous les pays, mais je pense dans un grand nombre, un visa. Si, alors, la règle générale, parce que j'ai remarqué que c'est ça dans de nombreux pays d'Amérique latine, si vous restez moins de 3 mois, on va automatiquement vous attribuer un visa touristique qui est gratuit. En revanche, si vous restez plus de 3 mois, comme c'est mon cas, on va vous proposer des visas plus spécifiques. Si vous restez plus de 3 mois, c'est qu'a priori, vous avez des projets en tête. C'est que vous là, on estime que vous n'êtes plus un simple touriste. Donc là, il y a plusieurs possibilités en fonction de la raison pour laquelle vous allez rester si longtemps dans le pays de destination. Et là, on va vous proposer différents types de visas. Dans mon cas, c'est un visa très particulier qui s'appelle visa consulaire 24 heures pour boursiers, parce qu'en fait, avec France Éducation Internationale, on a donc un programme d'assistanat et finalement, moi, je serai boursière de l'État argentin. Donc, j'aurai ce visa particulier, ce visa spécifique qui est gratuit dans notre cas de figure. Si vous êtes en mobilité pour le travail, je sais qu'il y a des contrats de travail où on peut vous envoyer, par exemple, admettons, vous êtes dans une entreprise française, vous pouvez peut-être avoir un contrat pour travailler à l'étranger une certaine durée. Dans ces cas-là, ça va être là encore un autre visa. Vous avez vraiment différentes possibilités, donc là, c'est important de se renseigner. Et avec un coût plus ou moins élevé, un délai d'attente plus ou moins élevé aussi. Dans mon cas, ça n'a pas été simple pour le visa parce que j'ai dû me déplacer pour aller au consulat, à l'ambassade d'Argentine à Paris. Et je dois même y retourner pour récupérer mon visa. Alors heureusement qu'il y a la possibilité aussi de le faire par procuration. Comme ça, si vous avez un proche, un ami, ou même simplement que vous avez une connaissance qui est sur Paris et qui peut vous le réceptionner, c'est toujours plus pratique. Parce que vous avez aussi la possibilité de l'envoyer avec Chronopost ou ce genre de compagnie, mais c'est quand même... Déjà, premièrement, c'est assez risqué parce que finalement, ça reste voilà, un document comme ça un peu volant et très important. Donc, si jamais vous ne le recevez pas, qu'il est perdu, on se retrouve vite dans une situation compliquée. Et deuxièmement, le délai d'attente est assez incertain. Et surtout, si vous êtes comme moi, que malheureusement, pour des raisons, on va dire... des raisons administratives, vous avez dû patienter avant de pouvoir effectuer votre demande de visa et que le voyage approche, vaut mieux pas trop prendre de risques. En tout cas, voilà, ce sont des éléments aussi à tenir compte.
Donc très très important, surtout une fois que vous arrivez sur place. Et en même temps, j'en profite aussi pour dire, même si j'en avais déjà parlé, que en plus du passeport et du visa, en fonction de votre pays de destination, on va certainement vous demander aussi d'avoir déjà réalisé certains vaccins, en fonction aussi de la zone dans laquelle vous envisagez de vivre ou de loger, etc. Donc moi là encore je vous en avais parlé pour la situation sanitaire, je sais que le vaccin de la fièvre jaune il est très recommandé, pas obligatoire mais recommandé, mais parfois on peut vous imposer des vaccins et même on peut vous vacciner à l'aéroport directement si on estime que le risque de contamination est très élevé. Donc voilà, c'est aussi des éléments à prendre en compte, donc bien se renseigner sur tout ça pour que vraiment une fois arrivé à l'aéroport on soit tranquille et soulagé parce qu'on n'aura pas à se dire ah et si jamais il me manque un document. Donc voilà, très important. Ensuite, alors mon troisième conseil, là c'est plus un conseil pratique que je pourrais vraiment redonner à n'importe quel touriste de n'importe quel pays du monde, mais qui concerne plutôt les préparatifs d'un voyage en général. C'est tout ce qui va concerner les préparatifs de vos bagages. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Bon, déjà évidemment, en fonction du transport que vous aurez choisi pour vous rendre dans votre pays de destination, vous allez avoir des contraintes liées à la taille du bagage, au poids du bagage, etc. Donc ça, évidemment, il va falloir en tenir compte. Mais sinon, moi, mes petits conseils ou alors des petits achats qui sont vraiment pratiques quand on part en voyage. Bon, en plus de votre valise, avoir un cadenas, moi, c'est jamais quelque chose que je fais réellement. Enfin, j'ai jamais investi là-dedans parce qu'en général, les valises que j'ai ont directement un code. Donc pour moi, c'est déjà une mesure de sécurité. J'en ai jamais rajouté une autre. Moi, ça m'a suffi. Mais ça, c'est personnel. En tout cas, des petits achats que je vous recommande d'avoir. Alors, c'est pas un achat, mais quelque chose de très très important. Et ça, je vous en avais aussi déjà parlé, je crois. Mais c'est peu de temps, alors peut-être aller un mois avant votre départ en voyage, prendre rendez-vous chez le médecin qui vous fasse la trousse de secours et qui vous prescrive tous les médicaments de base. Donc ça, c'est très important. Et du coup, avant de partir en voyage, n'oubliez pas d'avoir votre trousse de toilette avec tous vos médicaments et surtout de garder l'ordonnance que vous a donnée le médecin. Maintenant, je sais que tout se fait en ligne, donc en général, on l'a sur Doctolib, mais c'est très important. Si jamais vous vous faites contrôler, il faudra présenter cette ordonnance pour qu'on s'assure que ces médicaments sont bien à vous. Donc voilà, ça c'est la première chose à avoir dans sa valise. Après, qu'est-ce qu'il faut d'autre dans sa valise? Alors, en fonction du pays de destination, bon, même si moi je sais que j'arriverai là-bas en hiver et qu'il fera encore froid, après on ne sait pas si d'ici novembre ou décembre il fera meilleur, mais du coup, prévoir des vêtements chauds et des vêtements plus légers, avoir toujours les deux avec soi. Moi, je pense que je vais prendre aussi de la crème solaire parce que ça fait pas de mal d'en avoir aussi avec soi, même si j'en utiliserai peut-être pas. Dans mon cas de figure, un répulsif à moustiques parce que c'est vraiment quelque chose de super important. Là-bas, il y a énormément de moustiques de tout type. Donc avoir un répulsif à moustiques, très important. Il en existe beaucoup. Mais là encore, en fonction de la zone, c'est bien d'en avoir un pour tout ce qui va être moustiques tropicaux. Donc qui inclut le moustique tigre qui devient très présent aussi en France. Donc ça, c'est très très important. Après, avoir aussi avec vous, alors moi, je sais pas si je vais le prendre parce que si jamais vous n'avez pas de bagage en soute, mais que c'est un bagage en cabine, vous devez respecter aussi des certaines quantités pour vos échantillons. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous procurer très facilement dans un peu tout type de magasins, Action, Teddy ou même les grandes surfaces. On vous propose des petits flacons justement exprès, une petite trousse de voyage avec des petits flacons. Je vous montrerai une photo. Et c'est plutôt pratique parce que déjà si vous n'avez pas beaucoup de place, ça permet de limiter la place et en plus de ça, ça vous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises lors du passage du contrôle de sécurité si vous avez un bagage en cabine parce qu'encore une fois, je le raconte tout le temps, mais j'ai été traumatisée quand je suis allée à l'aéroport de Marseille. C'était un vol qui devait partir de Marseille pour aller à Madrid. Déjà, j'avais dormi toute la nuit à l'aéroport parce que le vol allait partir très tôt. C'était très compliqué. Donc j'avais très mal dormi et en plus de ça, une fois passé le contrôle de sécurité, on m'avait confisqué près de la moitié de mes produits et il y avait des produits de valeur et des produits qui étaient pleins, quasiment neufs, parce que j'avais excédé le volume autorisé.
Je pense que jusque-là j'avais eu de la chance parce que généralement on m'avait jamais rien dit et là pour le coup oui, donc faites attention avec ça. Si c'est des bagages en soute, normalement il n'y a pas de contrôle. Bon, faut quand même peut-être pas exagérer au niveau des quantités parce que je crois qu'il y a quand même une limite en tout. Peut-être que normalement c'est 100 ml par flacon, mais peut-être que si c'est un bagage en soute, il faut pas que le total excède 1000 ml. Là encore, ça peut varier d'une compagnie aérienne à une autre, donc se renseigner là-dessus. Mais les petits flacons transportables pour les shampoings, les gels douche, la crème solaire, des lotions ou quoi, c'est vraiment pas mal, donc je le recommande. Ou même pour des huiles essentielles. Ensuite, alors moi, quand je pars en voyage, j'ai toujours aussi ma trousse de beauté, voilà, avec tout mon maquillage. J'essaye de faire en sorte que ça rentre dans une trousse pour que ce soit pratique. Un autre conseil que je vous donne, faites attention aussi avec ça. Justement, si vous avez des flacons, tout ce qui est liquide, mettez-le dans des petits sacs en plastique qui sont isothermes pour vous assurer là encore de ne pas avoir de mauvaises surprises. Surtout, voilà, un bagage en soute qui est balancé comme ça, on peut très vite se retrouver avec un flacon qui s'ouvre par mégarde. Et croyez-moi que le coincer entre des vêtements, c'est pas toujours la solution la plus efficace et la plus fiable. Donc moi, je vous recommande aussi de prévoir des petits sacs en plastique parce que je sais qu'il y a des produits comme l'eau micellaire. Moi, je sais que ça a tendance à se renverser un peu, ou des fois un shampoing parce que les flacons sont pas toujours très bien fermés ou se ferment pas forcément super bien. Voilà, prévoir ça aussi, ça fait pas de mal et encore une fois, c'est pas gênant. Pour les chaussures, parce qu'on prévoit toujours d'embarquer des chaussures avec nous, moi, alors j'utilise, bon, c'est pas pour faire la promotion, mais je sais qu'il y a des entreprises comme Shein que lorsqu'on fait la commande, en fait, on reçoit directement les vêtements dans des poches Shein, dans des petits sacs. Et en fait, moi, je garde ces petits sacs parce que je trouve que c'est hyper pratique. Je vous montrerai la photo pour mettre les chaussures dedans. Ça évite que vous ayez des chaussures qui salissent un peu tout dans la valise. Moi, je trouve ça pas très propre et hygiénique. Donc, prévoir là aussi des petits sacs comme ça pour les transporter. Et ce qui est bien avec les sacs Shein, c'est ils ont une fermeture. C'est hyper pratique. Et en plus, ils peuvent être écrasés. Donc, ça prend pas beaucoup de place. Mais après, je vous dis Shein, mais ça peut être aussi n'importe quel petit sac avec une fermeture pour pouvoir embarquer vos chaussures. Pour les vêtements, moi j'ai une technique, c'est que j'ai remarqué que ça prend moins de place d'enrouler, surtout si c'est des jeans ou des pulls, de les enrouler en boule bien serrés plutôt que de les plier normalement et ça va prendre beaucoup plus de place. Mais ça, vous avez plein de techniques aussi sur les réseaux sociaux, sur comment organiser sa valise et comment économiser de la place. Et même moi, j'hésiterai pas à me renseigner encore pour gagner le plus de place possible. Voilà, et après sinon oui, ce que je vous recommande aussi très important, alors oui, les chargeurs, ça c'est évident, mais si vous avez beaucoup d'appareils électroniques et même juste pour le téléphone, une batterie externe. C'est tout bête, mais je sais que des fois on n'y pense pas et franchement, combien de fois moi ça a pu me sauver la vie. Une batterie externe qui doit évidemment être chargée juste avant de partir, mais qui peut vraiment nous sauver la vie. Alors attention parce que dans l'avion elle est interdite d'usage, il y a un risque d'explosion même si c'est une petite batterie externe. Moi je sais qu'on m'avait vraiment embêtée quand je suis allée à Dubaï, on m'avait vraiment embêtée avec ça, mais sinon ne serait-ce que voilà dans l'aéroport, bon des fois vous avez des prises, je suis d'accord, mais c'est pas toujours le cas, même voilà dans l'aéroport s'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas toujours des prises de disponibles, donc avoir une batterie ça peut sauver le coup, si voilà surtout parce que quand on part voilà, pour un trajet aussi long que des fois avant on a dû prendre le bus ou quoi, on n'a pas pu charger le téléphone, il vaut mieux prévoir une batterie externe, ça sauve vraiment la vie. Et évidemment, prévoyez aussi le câble adapté pour votre batterie externe en fonction du port USB, du type C ou Lightning pour votre téléphone. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout sur les petits conseils. Il y en a peut-être d'autres qui me viendront à l'esprit, mais ça déjà, je trouve que c'est pas mal quand on part en vacances. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous donne des conseils vraiment qui peuvent être généraux à appliquer pour n'importe quel pays de destination. Et en tout cas, de mon côté, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!